Qu'est-ce que l'actualité politique, le livre que nous avons coécrit, Luc Boltanski et moi, est un livre sur l'actualité politique et non pas sur les médias et sur les professionnels des médias. Les sciences humaines et sociales, et particulièrement la sociologie, traite couramment des journalistes, mais qui font des carrières ou de l'organisation, par exemple, de l'économie des médias. Mais le contenu même, en fait, de ce qui est fait, c'est-à-dire l'actualité, est peu étudié et c'est ce que nous avons choisi d'étudier, et non pas seulement l'actualité, mais la manière dont on en parle. Alors nous avons travaillé à partir de deux corpus principaux. Un corpus premier qui est composé de commentaires de lecteurs du journal Le Monde, de commentaires en ligne, puisque Le Monde est un journal qui a réussi sa transition numérique et qui est principalement lu aujourd'hui en ligne. Donc on a travaillé sur 120 000 commentaires de mois de septembre et octobre 2019. Et nous avons travaillé sur un corpus secondaire pour pouvoir comparer en fait les réactions. Et là, ce sont des réactions d'internautes qui ont été listées sur deux sites de l'Institut national de l'audiovisuel et qui mettent en ligne en fait des vidéos d'actualité passée. Et ce qui nous a intéressé, c'était d'abord que c'était plus ouvert, parce que les internautes qui laissent des commentaires sur le site du Monde sont des abonnés au journal Le Monde, tandis que là, en fait, n'importe qui regardant les vidéos sur YouTube peut laisser un commentaire. Et commentant l'actualité du passé, cela fait venir des différences qui sont liées à des questions de génération, et c'était un des aspects qui nous intéressait particulièrement en travaillant sur ce sujet. Ce qui nous a intéressé dans la question de l'actualité, qui est aux confins, au fond, de la question des médias et des journalistes, mais qui n'est pas abordée par les médias et par les études sur les médias et sur les journalistes, c'est qu'est-ce que c'est que cet univers, ce milieu, un peu comme ce que les anthropologues appelaient culture, dans lequel nous sommes tous plongés, plus ou moins, mais malgré tout, même les gens malades chez eux regardent la télévision, qui nous préoccupe à des degrés divers et qui largement occupe les conversations que nous avons les uns avec les autres. Et une grande différence entre la sociologie des médias ou des journalismes et cette approche ontologique, si on peut dire, de l'actualité que nous avons essayé de faire, c'est que ces conversations sont un élément essentiel de l'actualité, aussi bien que les émissions de radio ou télévision, que les articles, à partir desquels ils vont chercher des aliments et se développent. Et donc, les caractéristiques de l'actualité prises en ce sens, d'une part, ont certainement un caractère historique. On s'est beaucoup inspiré d'un historien des nouvelles, qui a travaillé sur la notion de nouvelle, qui est Pettigrew, et qui au fond donne des informations qui sont très proches de celles qu'on trouve dans les réflexions de Koselleck sur l'histoire, qu'à partir de la fin du XVIIIe, et encore plus avec les guerres napoléoniennes, un changement très important se fait à la fois sous le rapport de la conception de l'histoire, qui peut devenir sujet de verbe d'action, par exemple, ce qui est impensable 50 ans avant, et d'autre part sous le rapport pour l'intérêt de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Pettigrew explique les nouvelles au XVIIe, c'était surtout pour les marchands ou les administrateurs qui voulaient savoir qui avait été nommé dans telle ou telle ville pour en assurer la direction, etc. Et à partir spécialement des guerres napoléoniennes et des guerres de l'Empire, un public
de classe moyenne cultivée commencent à se liguer pour acheter des journaux et pour s'informer de choses qui arrivent ailleurs, spécialement en Europe. Alors, du même coup, ça nous oriente sur les deux propriétés fondamentales de ce que nous appelons actualité. D'une part, c'est des choses que l'on connaît par ouï-dire, et très souvent des choses qui vous sont inaccessibles. Actuellement, on l'expérimente tout à fait avec la guerre en Ukraine, sur lequel nous ne savons que ce que nous apprennent les nouvelles, et qui est inaccessible, mais pour nous menaçante, qui peut se rapprocher, qui n'est pas si loin. Donc c'est de l'inaccessible proche, parce que, spécialement, on y reviendra quand on parlera de la politique, c'est de l'inaccessible politisé, et l'essence de la politique, en quelque sorte, c'est d'agir à distance. Et donc c'est un inaccessible sur lequel, qui a la capacité d'agir sur nous. Et sur le plan temporel, le terme d'actualité est lui-même temporel, c'est non seulement ce qui se passe ailleurs, c'est ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire ce qui n'est pas quelque chose du passé que nous rapportent les historiens, qui n'est pas une prédiction, qui est quelque chose qui est complètement dans notre environnement présent. Et donc une des définitions, on y reviendra quand on parlera de l'histoire, que nous donne l'actualité, c'est précisément le fait du tout petit espace de temps entre le moment où des traces de faits sont captées par des reporters, le moment où des nouvelles se présentent et le moment où ils se mettent à être commentés par tous ceux qui les apprennent. Dans le travail que nous avons fait, un certain nombre on va dire de lieux communs ont été questionnés et remis en question, et notamment l'un d'entre eux qui est de concevoir l'actualité comme un fil continu. On dit toujours le fil continu de l'actualité, et précisément ce qui nous est apparu, c'était que l'actualité se présentait de manière discontinue, mais se présentant de manière discontinue, elle mettait dans le moment où elle est présentée un certain nombre de nouvelles, c'est-à-dire à la fois de faits d'interprétation, de façon simultanée. Et c'est ça qu'on appelle un plan d'actualité, c'est-à-dire un plan d'actualité, c'est un ensemble de nouvelles qui sont présentées de manière simultanée par un support d'information. Les plans d'actualité se succèdent les uns derrière les autres de manière périodique. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui organise en quelque sorte voilà, l'actualité. Et nous sommes tous plongés à chaque fois dans un plan d'actualité. Alors je vais peut-être reprendre un tout petit peu là-dessus, et également sur la différence par rapport à l'histoire, c'est que dans le cas de ces nouvelles, il y a très peu de distance temporelle entre le temps des faits et le temps de l'énonciation de ces faits. On a pris cette distinction, l'a adaptée depuis les travaux intéressants de Jean Leduc sur la temporalité des historiens. Par contre, dans le cas des historiens, le temps des faits est généralement stabilisé, mais le temps de l'énonciation va varier et peut se situer très longtemps après le temps des faits. Et évidemment, la description des faits va se modifier d'un historien à un autre. Les guerres de religion ne vont pas être décrites de la même façon chez un historien de l'entre-deux-guerres et chez les derniers historiens qui ont travaillé sur la Saint-Barthélemy, par exemple. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de points qui sont considérés comme établis, sur lesquels on pourra revenir. Et donc, il y a cet écart. Et donc, dans le plan d'actualité, on a des faits
qui sont tous supposés être intervenus pendant à peu près une même période de temps, qui sont tous supposés importés, mais qui, les pages des journaux, ou la durée d'une émission, ou simplement les capacités de notre attention étant limitées, tous ces faits doivent être sélectionnés. Donc, bien évidemment, une des grandes critiques de la façon dont l'actualité nous arrive, c'est qu'il y a une sélection des nouvelles, bien sûr, mais il ne peut pas en être autrement. Le problème, évidemment, c'est de savoir qu'est-ce qui va inspirer la sélection des nouvelles, est-ce que c'est leur caractère sensationnel, etc. Mais cette sélection est tout à fait nécessaire et il y a en quelque sorte une relation structurale entre toutes les nouvelles qui figurent dans un même plan d'actualité. Si une nouvelle très importante apparaît, on va changer la première et on va modifier l'ensemble du plan d'actualité. Et ces nouvelles sont composées essentiellement de faits, c'est-à-dire de choses, de changements d'état du monde qui sont attestables, qui d'habitude ont une existence matérielle et qui ont laissé des traces que recueillent des reporters. Et nous attachons dans notre travail une grande importance à la distinction entre ces faits, qui sont quand même garantis par le système mondial de l'information, avec comme toujours des échecs, mais en général c'est plus ou moins garanti, et les interprétations de ces faits, qui elles, comme l'histoire, vont se tourner vers le passé pour chercher des causes, pour inventer des causes, si je puis dire, ou vont se tourner vers le futur pour imaginer des conséquences, et qui du même coup vont transformer le contexte d'interprétation de la nouvelle qui est transmise. Alors disons un deuxième ou une deuxième idée en fait sur laquelle on s'est interrogé, c'est cette expression qui a été qu'on peut rencontrer, qui est tout est politique. En fait, ce qui nous est apparu, c'est que tout n'est pas politique, mais par contre, tout est politisable. Et tout est politisable, cela suppose qu'il y a des faits qui sont hors politique et que ces faits, en étant hors politique, les faits divers par exemple, qu'on peut trouver dans certaines pages de journaux ou qu'on peut entendre à la radio ou à la télévision, si on en fait varier l'interprétation, on peut les politiser en les associant à une cause, donc en les inscrivant aussi dans un espace politique qui, lui, est un espace orienté à la fois par un axe qui est un axe droite-gauche, et donc c'est cette idée en fait donc que tout est politisable et donc qu'il y a des événements qui sont politiques. Alors évidemment, la mise en actualité et la politisation sont sous certains rapports deux processus différents. Vous avez des faits, vous avez des événements, parce que nous faisons une distinction entre les faits primaires et les constellations de faits qui vont former les événements, qui eux sont construits forcément. Vous avez des événements qui ne sont pas politiques. Vous prenez un événement sportif. Ben voilà, on en a un récemment. On a appris qu'il s'est passé des choses lors du match Espagne-Pays de Galles, si je ne me trompe. Bien, normalement, un événement sportif, ça intéresse les sportifs, mais ça n'intéresse pas tout le monde. Ça intéresse les gens qui ont un engagement du côté du sport. Et donc, on va dire, ça a un caractère privé. Mais cet événement s'est trouvé politisé parce qu'il y a eu des violences, il y a eu un retard dans l'apparition, dans le moment où le match a eu lieu, et un certain nombre de mouvements politiques, de personnages politiques, de forces politiques se sont emparés de ces échecs pour politiser l'événement, c'est-à-dire pour l'inscrire à la fois
par rapport au gouvernement censé organiser ce match et aussi par rapport à un axe gauche-droite. Voilà, ce type de gouvernement qui est situé, nous n'allons pas dire où, parce que ça serait nous engager nous-mêmes politiquement, mais ici ou là dans l'espace politique, eh bien il est incapable d'organiser un événement de ce genre. Et donc quelle est la différence? Ça veut dire que quand c'est politisé, chacun fait comme si ça concernait tout le monde, comme si cela faisait peser une menace sur le bien commun, et du même coup, comme si chacun était en quelque sorte, par devoir, obligé de s'y intéresser et de développer quelque chose comme une opinion, puisque au fond, le cœur de notre travail est la question de la formation des opinions, une opinion sur ce processus. J'ajouterais, excusez-moi, que le passage du hors politique au politique, ce processus de politisation est un élément central de la politique. Vient ensuite comment vous le politisez. Mais le fait de faire passer un élément du hors politique au politique est absolument central, de même que le processus inverse de dépolitisation qui va consister à dire mais ce phénomène-là c'est une histoire d'experts, c'est un problème d'architecture, ça n'a rien de politique, est également une figure absolument centrale de la politique. Bien, je crois que le terme de désolation est à la fois extrêmement frappant et attachant chez Arendt, et tant soit peu mystérieux. Je pense qu'il renvoie à deux processus, au fond qu'elle traite comme s'ils étaient liés. Un processus de destruction des structures, par exemple au début du système totalitaire, elle développe beaucoup un argument qui est que c'est la disparition de ce qui organisait les structures de classe qui a été une des raisons du totalitarisme. Et cette disparition des structures, chez Arendt, peut se faire soit par la mise en chaos, soit par l'uniformisation. Parce qu'évidemment, si vous uniformisez, vous avez également une disparition des structures internes. Et puis il y a un autre élément qui est lié, qui est la relation précisément au temps et à l'actualité, qui est trois choses. Le fait qu'ils vont introduire une inquiétude fantastique sur le présent, et le fait du même coup de se dégager du présent. C'est que le passé est sans arrêt révisé, et que le passé est censé être établi. C'est que l'avenir est traité comme s'il était inévitable, fatal. Alors que l'avenir est le monde de l'incertitude, mais c'est aussi le monde de l'action, puisque sans incertitude, il n'y a pas d'action. Et que le présent, et que ce qui se passe dans le présent, n'est pas garanti par des instances institutionnelles auxquelles on puisse avoir confiance, et donc qu'il y a une sorte, comme on dit aujourd'hui, de chaos informationnel. Et cette absence de structure, et cette absence de structure entre les groupes, et cette absence de structure temporelle, entraîne, dit-elle, un espèce de retrait de la personne sur son microcosme individuel qui empêche la vie commune. Et c'est ça, à mon sens, que nous avons repris dans le terme de désolation. On pourrait dire, si vous voulez, que dans la manière de penser depuis la fin du 19e, le début du 20e siècle, les grands mouvements, il y aurait un moment foule qui a été dont un des auteurs, quelques auteurs qui ont réfléchi sur ce sujet, le plus fameux étant probablement Le Bon, auquel a succédé un moment masse, qui a été beaucoup associé au développement des médias de masse. Et il est vrai que les réseaux sociaux, les réseaux numériques, présentent des spécificités distinctes. Et si vous voulez, une des
une des critiques qui a été beaucoup adressée aux médias de masse a été de considérer que cette masse qui par ailleurs se matérialise par les corps, a été de considérer, si vous voulez, que les médias s'adressaient directement aux personnes sans que les personnes puissent réagir ou très peu ou qu'on ne prenne pas en compte leurs réactions, et donc que c'était centralisé et ça a donné tout un tas de critiques des médias de masse qui considéraient en fait qu'ils manipulaient les masses, donc l'opinion, que manipulant les masses, donc l'opinion, lorsqu'il y avait des votes ou des élections, le consentement était faussé puisqu'il avait été entièrement fabriqué par les personnes qui œuvraient dans ces médias de masse et donc par celles qui les détenaient en réalité. Alors le moment des réseaux, évidemment, présente un tout autre type d'articulation. Et ce qui nous a intéressé, c'était de montrer, alors certes, que cette articulation elle se fait en quelque sorte en désincarnant les corps, puisque les mises en contact se font via des artefacts que sont les ordinateurs, les téléphones portables, etc. Mais évidemment, nous, ce qui nous a intéressé, c'était qu'on pouvait montrer les interactions, et notamment, si vous voulez, l'idée qu'il n'y a pas un spectateur ou un lecteur qui soit passif, mais qui pouvait réagir, et que chacun était doté d'une capacité critique, que cette capacité critique, il y en avait des traces dans un espace public numérique partagé, qui étaient ses commentaires sur l'actualité, et qu'on pouvait en fait les étudier, et les étudiants tout d'un coup déployer quelque chose qui était resté assez mystérieux quand on lit les études sur la discussion dans l'espace public depuis le XVIIIe siècle, et qu'on attribue à des espaces tels que les cafés, les salons, des discussions, mais qu'on n'en a aucune trace en fait. Et donc là, on pouvait étudier ce qu'il en restait à travers les discussions mises en ligne. Nos positions sociologiques, si je puis dire, communes, vont, au fond, une chose que nous voudrions essayer, c'est de voir, de ne pas jeter le structuralisme aux archives, parce que nous pensons que la construction de systèmes d'opposition est un des moyens essentiels dont disposent les humains pour construire des dispositifs, et que du même coup, les sociologues doivent regarder avec les méthodes structuralistes comment les sociétés construisent du droit, des mythes, etc. Mais qu'en même temps, avec simplement la référence à des structures, on perd la dimension temporelle de la vie sociale et on perd cet élément absolument central qui est que la vie sociale doit faire face à un monde et pas simplement à un monde social, aussi à ce qu'on appelle ou appelait la nature, qui est en perpétuel changement. Et que du même coup, les dimensions de processus du social, c'est-à-dire le fait de comment un événement, comment le souvenir d'un événement en habite un autre dans la suite, comment les conventionnels sous la Révolution française se prenaient pour des grandes figures de l'histoire romaine et comment cela agit sur leur propre comportement. C'était tout à fait essentiel pour la compréhension de la vie sociale, et c'est une attention qui est commune à un certain nombre de sociologues, notamment américains, notamment Andrew Abbott actuellement, et qui est à mon avis à notre avis une excellente position, à condition qu'elle ne soit pas critique à l'égard du structuralisme,
disons, ce que nous faisons est beaucoup plus vrai que ce que montrait le structuralisme. Ce qu'il faudrait, ça serait arriver à construire une sorte de structuralisme processuel qui, à travers des systèmes de transformation, analyserait la façon dont les structures se déforment et se reforment constamment pour faire face aux changements dans lesquels elles sont plongées.